Longtemps considérée comme un placement immobilier rentable et relativement simple dans sa gestion, la location meublée saisonnière se retrouve désormais, on le sait tous, dans le viseur des pouvoirs publics, fisc, communes, urbanisme. Tous les clignotants virent progressivement au rouge, car derrière les plateformes numériques et les rendements séduisants, le modèle Airbnb a fini par poser un problème structurel d'accès au logement dans les zones dites tendues. D'ailleurs, 2025 marque un tournant, la fiscalité devient plus lourde, les règles d'urbanisme plus contraignantes, les seuils plus étroits et le contrôle plus rigoureux. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. La location meublée saisonnière, c'est encore une bonne idée en 2025 ? Alors, c'est un rendement qui est toujours attractif, mais on va dire à quel prix ? À quel prix ? Parce que dans les zones touristiques, les revenus restent séduisants, mais ils sont désormais très encadrés et encadrés de toutes parts. En fait, c'est un modèle qui était autrefois accessible, facile d'usage. Maintenant, il est devenu plus technique, des obligations déclaratives, des seuils fiscaux qui ont été abaissés, des contrôles renforcés. Et finalement, ça conduit, y compris pour des petites choses, à avoir une professionnalisation de la gestion de ces revenus. Donc ce contexte complémentaire réglementaire qui est devenu plus dissuasif, eh bien une fiscalité qui est alourdie entre l'urbanisme local plus restrictif, le petit herbier d'une coin, c'est plus difficile à rentabiliser. C'est un marché qui reste viable, mais qui exige une gestion peut-être plus rigoureuse. Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis la réforme de 2024 ? Alors, ce qui a changé, c'est que vous aviez une possibilité, quand vous étiez un utilisateur ou un bénéficiaire moyen de ce système, c'est d'utiliser le régime des micro-BIC. C'est-à-dire que ça vous permettait d'avoir une fiscalité allégée, des formalités allégées, et donc c'était quelque chose qui était très simple à gérer. Et vous aviez notamment des abattements forfaitaires qui étaient intéressants, qui correspondaient aux frais supposés que vous aviez engagés. Ces abattements forfaitaires, ils ont été abaissés. Ils vont passer de 71 à 50% pour les meublés tourisme classés et les chambres d'hôtes, qui n'est pas forcément la chose la plus facile à gérer, et de 50 à 30% pour les meublés non classés. Ce qui veut dire qu'à 30%, vous êtes dans le régime des locations nues. En parallèle, les seuils de chiffre d'affaires pour accéder au micro-BIC ont été changés également. Avant, c'était jusqu'à 188 700, donc c'était une proportion importante, et maintenant, vous êtes passé à 77 700. Ouais. Et de 77 000, alors ça c'est pour les meublés classés, et pour les meublés non classés, là vous êtes passé de 77 700 simplement à 15 000. On réalise à quel point le régime du micro-BIC a été totalement raboté là pour le coup. Totalement raboté, donc ça suppose de tenir une comptabilité plus complète. Ça veut dire que vous allez sortir du micro-BIC, et à cause de ça, vous allez rentrer dans la compta, vous êtes obligé d'avoir un comptable, d'avoir... Et les frais qui vont avec ? Les frais qui vont avec, les justificatifs, c'est plus exigeant. Le deuxième sujet qui est difficile, c'est qu'on ne tenait pas compte à la revente des amortissements dans le calcul de la plus-value opposable. Maintenant, c'est fini. On va vous demander de réintégrer cette plus-value ou ces amortissements qui ont été passés. Et ça signifie qu'au moment de la vente, eh bien, vous aurez un prix, une plus-value qui va être nécessairement augmentée. Donc, on peut parler clairement d'un durcissement du régime fiscal. Il n'y a pas de débat. C'est très clair. Ouais. Fini l'âge d'or fiscal des locations meublées. Objectif affiché des locations meublées de tourisme. Oui. Objectif affiché, réduire les effets d'aubaine fiscale, réorienter vers la location longue durée dans les zones tendues. Mais quand vous avez votre résidence secondaire, ça sera toujours votre résidence secondaire, elle ne sera jamais réglée en résidence principale. Et c'est donc une volonté d'augmenter une base de logement pour des raisons, pour des sujets non saisonniers. Le cadre réglementaire, lui aussi, il évolue. Il y a eu cette loi Lemeur. Concrètement, il y a quoi dedans ? C'est en fait une réquisition, si je puis dire, une demande des collectivités locales. C'est un enregistrement obligatoire sur tout le territoire, y compris pour les résidences principales. C'est-à-dire que quand c'est votre résidence secondaire, ça s'entend bien, mais quand c'est aussi votre résidence principale, vous devez faire cette déclaration. C'est une télédéclaration centralisée des meublés prévus à partir de 2026 avec un numéro unique pour chaque contribuable. C'est un renforcement des changements du changement d'usage. C'est-à-dire que chaque commune peut, sur simple délibération, imposer une autorisation préalable pour louer un meublé de tourisme, ce qui est largement pratiqué, et cette autorisation, elle va s'appliquer même en dehors des grandes villes ou des zones tendues, c'est-à-dire pour toute commune. C'est une réduction possible du seuil des locations meublées qui était autorisé de 120 à 90 jours par an. On peut diminuer, les communes, abaisser ce seuil, et par exemple, Paris a déjà appliqué cette question. Il y a d'autres contraintes émergentes également, c'est des quotas par quartier, c'est une question aussi de DPE, donc on va augmenter la qualité des immeubles avec des sanctions possibles en cas de non-conformité. Et enfin, un règlement de copropriété peut aussi tout simplement
empêcher, dans un immeuble, qu'il y ait une location de meublé de tourisme à l'occasion d'un vote en Assemblée générale. À défaut de louer en direct, est-ce que louer via une société, via une SCI, louer en meublé, est-ce que ça vaut le coup? Non, c'est inefficient en fait. Et en fait, Mauvaise ce qui est idée. plus compliqué, c'est que lorsque vous avez une société civile et que vous louez en meublé, vous passez automatiquement en régime BIC, ce qui complique les choses, notamment à la revente, parce que, alors vous allez me dire, on a passé les amortissements, mais à la revente, c'est exactement comme si vous déteniez une société liesse. C'est pas forcément très intéressant. L'alternative, c'est la SARL de famille, qui permet en fait de rester en LMNP et d'avoir une option pour l'IR. Mais là encore, comme on redoit réintégrer les amortissements, ça pourrait ne pas être les gens. Mais dans le cas particulier de la SRL, si on est à l'IR, on va utiliser le régime des particuliers et ça, on va avoir l'abattement pour durée de détention, l'abattement normal. Conclusion de tout ce qu'on a dit là. Ça reste un îlot qui est quand même relativement réservé. Hein. Réservé ou préservé? Préservé, les deux. Mais préservé, vous avez raison. Décidément, l'été ne me réussit pas. J'ai du mal à rentrer de la plage tout à l'heure, c'est pour ça. Une petite réserve d'eau serait nécessaire. Oh, un petit punch. Mais une location longue durée, c'est ce qu'on veut faire. Donc cet encadrement croissant, c'est une plaie de nos démocraties modernes, va faire qu'avec une diminution, une restriction du BIC, risque de tarir un peu la source. Donc pour les investisseurs qui disposent de charges significatives, c'est intéressant. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où vous voulez, non pas valoriser en tant que tel, mais faire des travaux dans un bien et que vous avez des travaux importants, c'est là où il faut le faire. De toute façon, vous auriez fait vos travaux, alors autant profiter, c'est ça, pour pouvoir imputer les travaux sur les revenus, ça c'est intéressant. Donc l'autre piste à privilégier, on terminera peut-être là-dessus, c'est les résidences de service. Donc les résidences étudiantes, seniors ou médico-sociales conservent le bénéfice pur du régime. Ah mais c'est autre chose, là pour le coup on part sur autre chose. Mais c'est totalement autre chose, c'est pas le tourisme. Voilà. Bon, allez vous désaltérer un petit peu. J'y vais de ce Avec pas. modération, merci beaucoup. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David. Glou glou.